Après la collection « Alerte », le triptyque humaniste existentiel, qui comprend son fascicule de présentation, son livre 1, Le dernier regard en 2 tomes, son livre 2, Les fictions de la science en 2 tomes, son livre 3, L'insouciance de la conscience en 2 tomes, son fascicule d'expertise. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et également la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Humanoïde du même auteur-éditeur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société humaine? Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société humaine est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est organisée? Pour qui elle est organisée? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Humanoïde. Chapitre 17. Des stratégies de l'information. Un centre d'information pour les centres-villes. L'AID intervient depuis 1973 sur les problématiques du commerce, de l'artisanat et des activités économiques. La clientèle d'aide est majoritairement publique, mais comprend également des opérateurs privés dans le cadre notamment de la réalisation d'études de marché. La vingtaine de personnes qui composent le cabinet disposent de formations en urbanisme, développement économique, marketing et d'expériences opérationnelles acquises au sein d'opérateurs commerciaux et urbains privés et publics. Intervention sur tout type de projet, plans d'action, stratégies économiques, dynamisation de polarités marchandes, restructuration d'équipements commerciaux, création de nouvelles polarités marchandes, programmation d'équipements commerciaux, sur l'ensemble de la France et des DOM-TOM, sur tout type de territoire, de toute taille. Pour construire une stratégie de développement légitime et un programme d'action opérationnel et adapté, il est primordial de s'accorder d'abord sur un diagnostic et des éléments de cadrage, puis d'identifier ensuite les enjeux. Ainsi, la première étape de l'intervention consistera à synthétiser l'analyse problématisée de l'offre commerciale du centre-ville de Bergerac, son contexte concurrentiel des équipements périurbains sur l'agglomération, leurs environnements urbains, leurs conditions d'exploitation, les habitudes des consommateurs et leurs attentes. La deuxième étape consistera à extraire les grands enjeux du centre-ville de Bergerac de ce diagnostic, de proposer une stratégie de développement commercial et un programme d'action partenarial. Ce plan d'action sera développé sur 7 axes. Le positionnement et le mix merchandising souhaitable du centre-ville. La stratégie foncière et immobilière pour un immobilier commercial adapté. L'observation de l'activité commerciale et d'évaluation des politiques publiques. La gouvernance et la coordination des actions. La politique d'animation, de service, la politique de communication et digitale. L'optimisation du fonctionnement urbain. Les besoins en matière d'accompagnement des entreprises. Le consommateur, poussé par des motivations économiques et écologiques,
commence à moins fréquenter les grands équipements commerciaux périurbains, organisés depuis plus de 50 ans autour de la locomotive historique de l'hypermarché. Cette forme de commerce est aujourd'hui de plus en plus considérée comme trop grande, standardisée, impersonnelle et offrant trop de tentations. Le consommateur consomme moins, mais aussi différemment. Il loue, emprunte, répare, fait lui-même, achète d'occasion, ou s'abstient. Le commerce et la distribution vivent assurément une période très déstabilisante. Le consommateur a changé, son pouvoir d'achat a baissé, il veut gagner du temps, s'amender des tâches fastidieuses, privilégier le plaisir. Il sait, connaît, consulte ses communautés, il décide, il arbitre. Malgré la relance économique de la Dordogne, une fréquentation touristique en hausse, des qualités patrimoniales et urbaines indéniables et une politique déjà volontariste sur le commerce, le centre-ville de Bergerac n'échappe pas à ces symptômes décrits dans « Comment la France a tué ses villes », un tissu socio-économique fragilisé, un déséquilibre concurrentiel entre les commerces de périphérie et du centre-ville et la perte d'équipements structurants, de logements ou de services du quotidien. À l'image des territoires de cette taille en France, l'armature commerciale de l'agglomération s'est fortement développée en périphérie au cours des 15 dernières années. Et avec la forte progression du e-commerce, plus 25% en 2 ans en Dordogne, le centre-ville peine à garder sa place dans l'armature commerciale du territoire. Mais il a lieu de rester optimiste. Outre une qualité architecturale et patrimoniale rare, le centre-ville de Bergerac offre aujourd'hui pour la clientèle des conditions de fréquentation d'un niveau de qualité sans commune mesure avec celle que l'on peut trouver en périphérie. Et l'offre des commerçants et artisans indépendants du centre-ville et des marchés structure des circuits qui continuent de se différencier de l'offre standardisée des pôles commerciaux de toutes les entrées de villes de France. Le centre-ville de Bergerac pourrait rapidement faire la promesse d'offrir une expérience singulière à ses visiteurs, du plaisir, du confort, un patrimoine et une histoire, des terrasses, des surprises, un shopping différenciant. Il faut maintenant le mettre en scène. Et comme à chaque grande phase de mutation de la consommation et de la distribution, des métiers vont disparaître, des commerces vont fermer, mais de nombreux nouveaux concepts émergent, plus agiles, plus hybrides, et toute cette économie de la proximité va continuer à se développer, au plus près de là où les gens vivent, travaillent, se cultivent ou passent. Alors le commerce est avant tout une affaire de commerçants, certes, mais les pouvoirs publics doivent désormais mettre en œuvre des stratégies de territoire et organiser cette fonction économique comme elles organisent depuis bien longtemps l'habitat, les zones d'activité, les transports ou les équipements. Il s'agira alors de trouver la bonne place et le bon rôle pour chaque forme de commerce, le centre-ville, les quartiers, la périphérie dans l'armature économique du territoire sans stigmatiser ou opposer. C'est dans ce contexte complexe, mais stimulant que le cabinet aide à proposer d'accompagner la ville de Bergerac et son manager de centre-ville dans cette mission de diagnostic et de construction de la stratégie de revitalisation et de développement commercial de son centre-ville. Tout en capitalisant sur son histoire, ses énergies et ses forces économiques en place, nous allons le polariser, le renforcer, le compléter par les concepts et services qu'il se doit d'offrir demain, et surtout le rendre lisible comme la destination shopping de la Dordogne. Et sans surprise, en dehors des grandes métropoles régionales, les centres des villes moyennes souffrent de la maladie de la dévitalisation, démographie en berne, attractivité faible, habitat vétuste et inadapté, structure sociodémographique défavorable, environnement urbain peu qualitatif, évasion du pouvoir d'achat en faveur des périphéries des villes, omniprésence de la voiture, métropolisation, fermeture des services publics, concurrence des centres commerciaux périurbains. Financiarisation de l'immobilier de commerce, e-commerce, et des commerçants qui ont peu évolué. Et malgré la désaffection des consommateurs, les centres commerciaux continuent de s'agrandir et, pour remplir leurs ensembles immobiliers et ou soutenir leur fréquentation, tentent de corriger leur positionnement mono-activité de commerce en développant des destinations de loisirs et de culture, multiplex, spectacles, parcs de jeux et de santé, maisons médicales, pharmacies, laboratoires.
Même si localement il y a une prise de conscience, les choses continuent comme avant, les autorisations sont accordées pour continuer à construire la ville en dehors de la ville, avec toujours plus de centres commerciaux, de zones d'activité, de rocades, de lotissements. De nombreux élus affirment s'occuper de leur commerce, et donc se préoccuper de leur centre-ville. C'est malheureusement tout l'inverse. À Bergerac comme dans de nombreux autres territoires similaires, des plans d'action à 360 degrés devront être mis en œuvre, à long terme pour resserrer, sans nostalgie, les circuits marchands du cœur de ville pour le rendre plus fort et plus lisible, accompagner les entreprises et l'immobilier de commerce dans leur adaptation au commerce de demain, mobiliser et gérer chirurgicalement le foncier commercial stratégique en cas de défaillance du privé. Conserver ou y réimplanter des fonctions médicales, 2/3 des spécialistes français sont aujourd'hui en cliniques ou en maisons médicales en périphérie, et des services publics, y maintenir la culture, les cinémas, 1 sur 2 est déjà en périphérie en France. Améliorer le confort et l'accessibilité, gérer le stationnement, traiter les espaces publics pour encourager la déambulation, déployer des terrasses et des marchés. Rénover et adapter l'habitat pour qu'il réponde mieux aux attentes des familles et des jeunes actifs. Valoriser le patrimoine. Animer la ville, créer l'événement. Et surtout travailler le positionnement alternatif et singulier du centre-ville. Contrairement à de nombreux centres commerciaux d'entrée de ville, le cœur de ville de Bergerac n'a rien de comparable avec les autres centres-villes des villes moyennes du Sud-Ouest. Dans ce contexte de décroissance de la consommation, les ventes en ligne ont été multipliées par 8 en 10 ans. Elles concernent tous les Français et surtout tous les secteurs d'activité. L'impact du commerce en ligne est d'ailleurs plus important sur les centres-villes que sur les zones commerciales périphériques dont les activités historiques d'alimentation, de bricolage, de produits techniques et d'équipement de la maison ne sont pas les secteurs d'activité en tête des ventes du e-commerce. Un centre-ville aura tellement de choses à offrir, à donner à voir. L'histoire, l'identité, l'ancrage, le patrimoine, la qualité des espaces publics, la convivialité, le lien social doivent permettre de proposer une véritable expérience de différence à ses habitants, visiteurs et ou clients. Il est vital désormais de fédérer tous les acteurs autour d'une stratégie commune. Les commerçants veulent seulement continuer à faire leur travail, répondre aux besoins de produits et de services de leurs clients. Encore faut-il que des potentiels clients habitent ou fréquentent ces centres-villes. Bergerac est une ville moyenne de 28 000 habitants située en Dordogne, à 55 minutes de Périgueux, 1h15 de Villeneuve-sur-Lot ou Marmande et à plus de 1h30 d'Agen, Brive ou Bordeaux. Bergerac n'est pas desservie par des infrastructures performantes, autoroutes ou lignes de TGV. Elle dispose d'un aéroport régional par lequel transitent plus de 300 000 passagers par an, notamment de nombreux touristes anglo-saxons. 14 lignes aériennes, dont 11 vers le Royaume-Uni, desservent l'aéroport de Bergerac. En 2016, le pays bergeracois a enregistré 450 000 visiteurs, en progression de 20% par rapport à 2015. Et même si les commerçants déclarent ne pas en ressentir directement les effets, la typologie et la saisonnalité de l'activité confirment bien ce levier de développement pour le commerce et les services du centre-ville. L'offre commerciale de Bergerac est importante avec 3 324 mètres carrés de commerce pour 1000 habitants, contre 2 420 mètres carrés en moyenne dans les villes de 20 000 à 30 000 habitants, et s'organise en 3 principaux pôles non équilibrés. Avec 73 millions d'euros et 18% du chiffre d'affaires de l'agglomération, le centre-ville de Bergerac ne joue plus complètement son rôle de centralité attractive et puissante. Il est caractérisé par son offre importante de boutiques, 77% du chiffre d'affaires, et son marché alimentaire qui constitue une vraie locomotive. Un équipement commercial important sur la zone de la Cavaille, un centre-ville en perte de vitesse, mais une zone de chalandise étendue et une bonne rétention globale des consommations sur le territoire. Le centre-ville de Bergerac ne joue pas complètement son rôle de centre-ville. Son poids dans le chiffre d'affaires, 18% des 72 millions d'euros, se situe en dessous d'une moyenne de centre-ville, 20-25%,
perte d'attractivité du centre-ville ainsi qu'une évasion en partie vers les zones commerciales alentours. Le périmètre de Bergerac compte aujourd'hui un nombre important de boutiques avec 490 cellules commerciales. Le taux de vacance de 16%, 80 cellules, est supérieur à la moyenne française. L'analyse de l'armature commerciale montre que les locaux vacants sont dispersés dans le centre-ville avec toutefois une concentration dans les rues piétonnes du centre historique derrière la rue de la Résistance. De plus, des locaux aux emplacements stratégiques sont vacants, Nouvelle Galerie, le Forum, etc., et des discontinuités bâties perdurent, dans Creuse, Grand Rue, rue des Forts ou Bourg-Barreau. Une analyse plus approfondie des locaux vacants identifie une vacance commerciale dite structurelle. En effet, 68% des locaux vacants sont des petites surfaces de moins de 30 mètres carrés. La sociodémographie de Bergerac et de son bassin n'est pas particulièrement favorable au soutien de l'activité économique de proximité. Le nombre d'habitants de la ville progresse peu. De nombreux logements y sont vacants. Son centre-ville est classé quartier prioritaire politique de la ville. Les taux d'imposition, de pauvreté et le niveau des revenus soulignent la fragilité de la clientèle résidentielle de la zone de chalandise. La population vieillit et le nombre de demandeurs d'emploi augmente. Comme l'a récemment publié l'INSEE, toutes les études montrent que la part du budget des ménages, consacrée aux produits de consommation courante, ne cesse de baisser depuis 1990. Les postes de dépenses contraintes, logement, santé, enseignement, pèsent de plus en plus sur les dépenses des Français, et les projections à 10 ans confirment la tendance. À part l'alimentaire, tous les autres secteurs de la consommation régressent et continueront à régresser. Le centre-ville de Bergerac compte plus de 3000 places de stationnement dont 980 places de stationnement gratuites à proximité du centre-ville et 2061 places en centre-ville gérées par la SAG, réparties de la façon suivante: 1109 places dans des parcs de stationnement et 952 places en stationnement payant sur voirie. Cette jauge semble adaptée au regard du fonctionnement du centre-ville et du taux de motorisation des ménages de la zone de chalandise, à partir du moment où la rotation est encouragée. La SAG a mis en place, en lien avec les commerçants, des points parking, qui correspondent à des bons de réduction sur tickets de parking. L'enquête auprès des professionnels montre que peu de commerçants utilisent ce dispositif. La multiplicité des dispositifs et des tarifications rend la politique de stationnement difficile à appréhender pour le grand public. Les aménagements urbains du centre-ville sont plutôt qualitatifs et soulignent le patrimoine architectural remarquable. Des initiatives d'embellissement et de végétalisation privées sur le domaine public sont à noter. De nombreuses boutiques présentent des vitrines et devantures soignées, de jolies enseignes homogènes et qualitatives et du mobilier de terrasse valorisant. Les commerçants de Bergerac sont majoritairement fermés le dimanche, 86%, le lundi, 64%, et quasi systématiquement à 19h, 74%. Par contre, 2/3 d'entre eux déclarent ouvrir entre midi et 14h. Ces commerçants sont plutôt jeunes, 61% de moins 54 ans, même s'il semble opportun d'accompagner un quart des chefs d'entreprise de plus de 60 ans dans leurs projets de transmission. De nombreuses activités sont installées au centre-ville de Bergerac depuis plus de 10 ans, ce qui confirme un socle économique stable. Mais un quart des commerces date de moins de 3 ans, confirmant l'attractivité du centre-ville pour les créateurs. Les taux de création ou de fermeture d'entreprises sur le centre-ville sont tout à fait stables ainsi que le niveau des emplois directs, autour de 750 emplois depuis 10 ans. 66% des commerçants déclarent disposer d'un site web, 75% d'entre eux animent des pages sur les réseaux sociaux. Le collectif J'aime Bergerac, date de création, début 2015. Gestion par 12 professionnels. Ce collectif représente les usagers et les commerçants du centre-ville de Bergerac. Plusieurs moyens de communication ont été mis en place, un site internet privé qui ne répertorie qu'une partie de l'offre commerciale du centre-ville et donc l'absence d'une vision globale de l'offre du centre-ville, et un site internet de la ville qui donne des informations réglementaires.
Par contre, malgré ses déclivités et son réseau de nombreuses placettes, le cœur de ville offre peu de mobilier de repos, de fontaines, de zones ombragées, de jeux pour enfants. Dans certaines rues piétonnes, l'éclairage public est vieillissant et peu efficace. Le centre-ville de Bergerac doit retrouver une place légitime dans l'armature économique du territoire. Il doit être la priorité à assumer. La revitalisation économique du centre-ville de Bergerac est l'affaire de tous, commerçants, unions commerciales, syndicats professionnels, consulaires, pouvoirs publics, banquiers, élus locaux, experts. Chacun aura un rôle à jouer. Une stratégie foncière et immobilière à mettre en œuvre pour disposer d'un immobilier commercial adapté. Des modalités d'une observation pérenne de l'activité commerciale et d'évaluation de la politique commerciale. Une politique d'animation, de service aux commerçants, une politique de communication et une stratégie digitale. Des modalités d'optimisation du fonctionnement urbain et de traitement des espaces publics. Des besoins en matière d'accompagnement des entreprises. Objectif, travailler ensemble sur les difficultés des commerçants et artisans de vitrine, leurs attentes et surtout leurs propositions concernant les thèmes suivants. Une dynamique économique et commerciale. Des circuits marchands et d'aménagements urbains. L'accessibilité et le stationnement, l'animation, la communication et les services à la clientèle. La mutation des horodateurs, exigée arbitrairement par l'État français, préfigure les changements qui interviendront rapidement, lorsque la vérification du paiement du stationnement de surface passera de la police municipale dans les mains des agents de la société privée SAG. Ce nouveau dispositif, exagérément cher, ne va pas dans le sens d'une pérennisation des commerces des centres-villes. Tout semble, au contraire, organisé pour favoriser les hyper au détriment des commerces de proximité. Le nouveau statut juridique du stationnement. Le nouveau statut juridique du stationnement payant sur voirie est entré en vigueur, en France, le 1er janvier 2018. Défendue depuis très longtemps par les élus du GART, cette nouvelle organisation institutionnelle et réglementaire apporte des changements considérables dans la gestion du stationnement payant sur voirie, notamment avec la disparition du régime pénal actuel et de l'amende à 17 € minimum uniforme au plan national. Ces changements permettront la mise en œuvre d'un système plus efficace, ne serait-ce qu'en termes de respect des règles de stationnement et de taux de paiement spontané. Une difficulté institutionnelle, coordonner et concilier la compétence de l'autorité organisatrice des transports urbains avec les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement, aujourd'hui entre les mains des maires. Les grands objectifs des politiques de stationnement pour les forfaits de post-stationnement, organisation et gestion du stationnement dans l'espace urbain, par l'autorité organisatrice des transports urbains. Les infractions au stationnement, gênant, très gênant, abusif, dangereux, dépassement de la durée limitée de stationnement, zone bleue, ne sont pas concernées par ces nouvelles règles. Dès le 1er janvier 2018, la surveillance du stationnement payant peut être confiée à une société privée. La question du stationnement des véhicules conditionne le bon fonctionnement global de la ville et la qualité du cadre de vie urbain. Le stationnement est déterminant au regard des enjeux en termes de déplacement, mais il ne se limite pas à cette fonction. Il est aussi décisif pour répondre aux objectifs assignés à l'espace public et à l'aménagement urbain par les politiques de mobilité, d'accessibilité et de cadre de vie. Si le report modal est l'un des objectifs attendus, la politique de stationnement se doit aussi de permettre l'attractivité et le dynamisme des territoires, d'accompagner le développement des activités économiques, de concourir au maintien de la fonction résidentielle des centres-villes, et de s'inscrire dans un processus de valorisation et de partage de l'espace public, devenu précieux. C'est aussi un outil de pilotage et de gestion qui agit sur des aspects économiques, environnementaux ou encore sociaux au travers de sa mise en œuvre. Pour harmoniser la vie de la cité et assurer la circulation des biens et des personnes, le stationnement doit être organisé et planifié. Une politique de stationnement consiste à définir et à gérer une offre de stationnement, en priorisant les usages selon les utilisateurs et les types de véhicules, en fonction du contexte urbain et de la qualité de la desserte en transport collectif.
Le stationnement doit également intégrer la diversité des usagers, car les politiques de stationnement doivent s'adresser à tous, aussi bien les cyclistes, les usagers de deux-roues motorisés, les personnes à mobilité réduite, les résidents, les livreurs, que les professionnels mobiles. En 2018, la France rejoindra les nombreux pays européens qui ont choisi de gérer leur stationnement payant de voirie dans un cadre non pénal. L'article 63 de la loi MAPTAM du 27 janvier 2014 prévoit en effet de retirer ce service du champ des pouvoirs de police du maire et d'en confier l'organisation au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l'organisation de la mobilité durable. Par cette réforme de grande ampleur, le législateur entend non seulement dépénaliser le contrôle du stationnement payant sur voirie, mais aussi décentraliser l'ensemble des fonctions concourant à l'organisation de ce service essentiel à la maîtrise de l'espace public urbain. Il souhaite aussi assurer la cohérence de sa gestion avec celle des autres services participant à la mobilité dans le même espace. C'est désormais au plus près du terrain que se prendront les décisions relatives à la tarification, à la gestion, au contrôle, au recouvrement des droits et à la contestation de tout ce qui a trait au stationnement payant sur voirie. Avec cette réforme, la France s'inscrit dans la ligne déjà adoptée par d'autres pays. Pour chaque pays, l'analyse reprend successivement les différents maillons de la chaîne, fixation des tarifs, assujettissement à la TVA, organisation du contrôle, étendue des pouvoirs dévolus aux différents corps chargés du contrôle, sanctions, recouvrement des sanctions, chaîne de contestation, charge de la preuve, lien entre le stationnement et les transports publics, rôle de la police, affectation des recettes, etc. L'entrée en vigueur du nouveau régime de gestion du stationnement sur voirie constitue un changement considérable pour les citoyens. Il importe que les élus locaux et les instances gouvernementales en favorisent l'acceptabilité sociale par une pédagogie et une communication adaptées. L'acceptabilité repose sur la concertation, l'information et la communication. Il faut donc expliquer les politiques de stationnement très en amont par l'association d'un public le plus large possible lors des concertations pour avoir la garantie d'un projet partagé, la restitution de données objectives, précises et quantifiées sur le stationnement favorisant l'émergence d'une culture du stationnement et mettant à mal les idées reçues, l'explication des mesures et des résultats attendus pour faire partager les objectifs de la politique de stationnement. Le présent document a été élaboré par la Mission interministérielle pour la décentralisation du stationnement, MID, les associations impliquées dans la mise en œuvre de la décentralisation du stationnement payant, AMF, France Urbaine, ATCF, GART, et un groupe de collectivités test. Il vise à faciliter l'application des dispositions qui régissent les modalités de reversement des produits des forfaits de post-stationnement, FPS, entre la commune ayant institué la redevance de stationnement et l'établissement public de coopération intercommunale, EPCI, ou le syndicat mixte. Elles doivent également prendre en compte les piétons en leur assurant un cadre de vie agréable et proposer une offre adaptée pour les autres services à la mobilité comme l'auto-partage et le covoiturage. En effet, s'il semble nécessaire de pouvoir accueillir les voitures en ville, il ne faut pas le faire au détriment des autres usagers. C'est pourquoi les mesures visant à modérer l'usage de la voiture individuelle et à promouvoir les usages alternatifs tels que les véhicules partagés sont à encourager. Les plans de stationnement n'ont pas vocation à bannir la voiture de la ville, mais à optimiser la circulation des personnes mobiles, en privilégiant notamment le stationnement hors voirie lorsque cela est opportun et le report vers d'autres modes de déplacement. Le stationnement réglementé gratuit demeure, lui, dans le domaine pénal et le dépassement de la durée de stationnement maximale autorisée, contrôlé à l'aide d'un disque de stationnement apposé derrière le pare-brise, sera passible à compter du 1er janvier 2018, d'une amende de 35 €. Les collectivités doivent gérer les impacts du stationnement résidentiel sur l'aménagement et la qualité de la vie, voitures ventouses. Il s'agit, en fait, d'une nouvelle atteinte à l'intégrité des petits commerces des centres-villes très astucieusement déguisés. L'homme providentiel. Il n'est qu'un représentant du système oligarchique.
Il représente la décadence des modèles de société ainsi que du modèle européen. Le fameux adage « séduction, élection, trahison » confirme l'actuel fonctionnement des institutions. Cette situation existe depuis au moins 20 siècles. Les églises catholiques ont été bâties à partir d'une icône et d'un mythe. La ville de Nazareth est censée avoir accueilli la naissance de Jésus, or cette ville n'existait pas au moment présumé de cette naissance. Les textes sacrés auraient été écrits plusieurs centaines d'années après cette naissance présumée, sans aucune preuve historique permettant de crédibiliser cette histoire et ses dogmes religieux. Tous menteurs, tous tricheurs, tous voleurs. Jean Mélier, un curé de campagne à Étrépigny dans les Ardennes, accuse les prêtres et exégètes d'interpréter la Bible à leur convenance, de maintenir leur emprise sur le peuple en utilisant la peur et de garder un silence complice face à l'abus des grands. Il précise, en substance, dans son testament écrit en 1729, que Dieu n'est qu'une fiction, que les évangiles sont faux, que le christianisme n'est qu'un moyen de prise de pouvoir sur les peuples pour mieux les exploiter. La source de tous les maux qui vous accablent et de toutes les impostures qui vous tiennent captifs sous les lois des tyranniques, ils se sont servis de la force et de la violence et toutes sortes de ruses pour séduire les peuples et parvenir plus facilement à leur fin. Voilà la source et l'origine de toutes ces prétendues saintes et inviolables lois qui viennent de la part de Dieu même, et ce pape Boniface VIII qui disait que nous sommes enrichis par cette fable du Christ, tout ce qui se pratique dans le monde, pour le culte et l'adoration de Dieu ou des dieux, par toutes les religions, n'est qu'erreur, abus, mensonge et imposture et ne sont véritablement que des inventions humaines. Comment tant d'erreurs et d'impostures ont pu s'étendre si généralement par tout le monde? S'il y avait véritablement un Dieu, il n'était pas seulement le Dieu des Juifs, mais aussi le Dieu de tous les peuples. Le monde est un mélange confus de bien et de mal. Il s'ensuit évidemment qu'il n'a pas été créé par un être infiniment parfait, et, par conséquent, il n'y a pas de Dieu. La propagande a donc toujours existé et la plupart des populations se laissent ainsi manipuler. Les pouvoirs doivent arriver à convaincre toutes les populations de devoir les soutenir. Il n'y a qu'une poignée d'individus, parfaitement cachés, à diriger le monde. Il y aurait des politiques de terrorisation des peuples du monde, dans le but d'installer la mondialisation. Tous les gouvernements mentent et pratiquent le management de la terreur. Les attentats ne seraient que des mises en scène. Tous les services secrets, partout dans le monde, sont informés à l'avance des préparations d'attentats et tous les gouvernants en sont informés. Les rebelles seraient volontairement entraînés par des groupes d'intervention étatiques. Les autorités laisseraient délibérément les terroristes pénétrer sur leur territoire. Les motifs en seraient de pouvoir ainsi couvrir les cracks financiers et permettre de provoquer des désordres dans les politiques intérieures, monétaires, financières et économiques des pays concernés. Les gouvernements auraient aussi peur d'une révolte des populations. Les attentats seraient ainsi complètement manipulés. Les membres des gouvernements qui pratiquent le management de la terreur avec leurs ministres, de la Défense, des Affaires étrangères et de l'Intérieur, sont soit incompétents et ils devraient être alors démis de leurs fonctions, soit être déclarés coupables et ils devraient être emprisonnés. Ils déclencheraient des événements dès que l'hostilité à leur égard deviendrait trop prégnante. Les échos médiatiques très convenus participent aussi à l'opacité de ces situations. Dès qu'une crise de popularité se fait jour, des attentats seraient laissés se perpétrer afin d'ajouter de la confusion dans les populations et de faire de la diversion. Cela permettrait de détourner l'attention des populations des vraies difficultés qui leur sont imposées quotidiennement. C'est la mafia financière, dirigée par la Banque centrale européenne, qui obéirait à son oligarchie tout en organisant de la désinformation. Appleby, one of the world's leading offshore law firms, est un cabinet d'avocats qui distribue le luxe, le chic et la discrétion du paradis, le paradis fiscal. Il est réservé aux grandes fortunes, aux hommes politiques et aux dirigeants des multinationales. Des extraits de comptes bancaires, des passeports et des contrats réunis dans des bases de données comptabiliseraient 3 millions de documents. Ces agents particuliers sont installés aux Bermudes.
Tous les hauts responsables concernés et interrogés se sont tous défilés en face de leurs responsabilités de tricheurs. Ils ont tous eu recours à des schémas juridiques d'optimisation fiscale, en marge des légalités. Il s'agit donc d'un dispositif incluant des mécanismes de complicité de fraude fiscale commise en bande organisée. 1 pour 1000, des personnes les plus riches de la Terre concentrent 50% des actifs. L'actif étant un terme de comptabilité d'un bilan comptable. Les grands groupes veulent apporter des solutions à cette question des changements climatiques, déclarèrent les présidents directeurs généraux des multinationales. La réalité est bien différente. Il s'agissait simplement d'un coup de bluff médiatique. Les émissions de CO2 sont massives, c'est ce gaz qui provoquerait une accélération des changements du climat et du réchauffement de la planète. Les principaux pollueurs sont les grandes entreprises industrielles les plus puissantes du monde financier. Certaines centrales électriques à combustion fossile émettraient jusqu'à 1,5 tonne de CO2, dit gaz à effet de serre, pour produire 1 MWh d'électricité. Une entreprise française détiendrait même le record, loin devant l'Allemagne. En 2005, l'Union européenne a créé un modèle de « permis à la pollution ». Un quota annuel d'autorisation à polluer est ainsi attribué à chacune des entreprises concernées. Si le quota autorisé est dépassé par une entreprise, elle doit payer, non pas une amende, mais un achat de permis à pollution auprès d'une bourse spécialement conçue à cet effet et qui décide du prix du marché. En 2015, il avait été fixé à 6 € la tonne de CO2. Ces permis de pollution sont achetés auprès des entreprises dont la quantité de CO2 émise est inférieure au quota qui leur a été attribué. Et l'arnaque a été parfaitement organisée. C'est à l'aide de ce modèle que les entreprises, bien que polluantes, réalisent des bénéfices grâce à leur permis à polluer. Le système économique a simplement perverti l'organisation en se faisant délivrer des quotas bidons à l'aide de l'habituelle corruption. Les 14 000 usines de l'Union européenne auraient toutes reçu des permis à polluer supérieurs à leurs réelles émissions de CO2. Non seulement ces entreprises n'ont pas eu à acheter des droits à polluer, mais elles ont pu revendre leur surplus non utilisé. Ce sont les pouvoirs publics qui ont attribué les quotas. Il n'y a donc eu aucune diminution de CO2 dans les pays de la Communauté européenne, depuis l'instauration de la taxe carbone. Un cimentier français aurait donc reçu, pour ses 38 usines disséminées en Europe, en 4 années, 485 millions d'euros, par la seule revente de ces quotas excédentaires. Le directeur général de la Commission européenne pour le climat trouve cette situation normale puisque ces bénéfices réalisés par les entreprises européennes devraient leur permettre d'investir dans des moyens de production moins polluants. Tout en reconnaissant qu'aucun moyen de contrôle sur l'utilisation de ces profits financiers n'aurait été envisagé. Il se félicite même d'avoir pu ainsi conserver les entreprises en Europe, alors qu'elles auraient pu être tentées de partir investir ailleurs. C'est en effet l'argument développé par les lobbyistes sur d'éventuels risques de fuite carbone, pour pouvoir bénéficier des avantages accordés. Des politiques environnementales qui seraient trop contraignantes les forceraient à délocaliser leur production. Cette menace a-t-elle un réel fondement ? Non, en effet, une étude réalisée par la Commission européenne a pu démontrer qu'une fuite carbone n'est pas envisageable par la plupart des entreprises. Il s'agirait donc d'une menace, imaginaire, mais très profitable. Mais il y a pire encore, puisque ces mêmes entreprises utilisent le prétexte de contraintes environnementales de plus en plus fortes pour pouvoir licencier en masse leur personnel. Bien évidemment, tous les responsables se défilent à toute tentative d'explication. Les lanceurs d'alerte, que sont les experts scientifiques, inquiets quant au sort réservé à l'espèce humaine, ainsi que pour les autres espèces animales et végétales d'ailleurs, prévoient qu'au-delà de 500 gigatonnes de CO2 rejetées avant 2050 dans l'atmosphère, le seuil critique des complications climatiques sera atteint avec une augmentation moyenne des températures de 2 degrés au niveau de la planète, sans plus aucune possibilité de réversibilité, soit de retour en arrière, avec toutes les conséquences que cela implique.
Or, les seuls producteurs de pétrole auraient une prévision volontaire d'exploitation équivalente à 2500 gigatonnes de CO2 pour cette même période, soit 5 fois plus que l'admissibilité et donc d'une élévation de température à 3,5 degrés au minimum. Le sort des créatures de la Terre est donc scellé, rien qu'avec l'envolée des températures. Le processus irréversible est déjà engagé, puisqu'aucune des 100 plus grandes entreprises polluantes n'a l'intention de changer leurs stratégies économiques. À cela s'ajoutent les accidents d'exploitation, fuites, explosions, incendies, dont les pollutions locales sont catastrophiques. Les menteurs continuent à soutenir que tout va bien, et qu'il n'y a pas à s'inquiéter, puisqu'ils maîtrisent tout. Il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut voir, pire sourd que celui qui ne veut entendre, pire muet que celui qui ne veut parler. Chacun doit rester en contact avec sa conscience, il y a deux France économiques. La croissance économique s'est développée en périphérie des villes. Le cœur des centres-villes s'est lui progressivement désagrégé et maintenant complètement désintégré. Les commerces de proximité dans le centre des agglomérations ferment les uns après les autres. Les acteurs commerciaux se considèrent complètement abandonnés par les pouvoirs publics qui continuent à faciliter l'expansion des zones commerciales au détriment des quelques cœurs de ville encore vaillants. La conséquence en est un déclassement du statut social, lié à une situation d'insécurité, causée par une accumulation des cas sociaux dans les centres-villes et d'une misère grandissante résultant du chômage de masse. Il y a une très grande dévaluation, dans les centres urbains de moyenne capacité situés entre 20 000 et 40 000 habitants, des valeurs immobilières des locaux privés d'habitation ou des locaux commerciaux. Ce sont alors les pauvres qui restent prisonniers de leurs situations et qui sont ainsi laissés pour compte par une classe politique qui se désintéresse complètement de leur sort. Le modèle économique des villes est en régression au profit des zones périurbaines, dépourvues des contraintes des centres-villes. De grands avantages fiscaux ont été octroyés aux zones économiques périurbaines. Cette détermination a irrémédiablement provoqué un effondrement des secteurs économiques des centres-villes. Il s'en est évidemment suivi une hécatombe des petits commerces. Plus de 900 villes françaises sont devenues des refuges pour les pauvres et les vieux. Elles sont complètement dépourvues d'aucune activité. Les fractures territoriales évoquées ne sont qu'une fausse préoccupation des élus locaux et nationaux. L'attractivité des hypermarchés et de leurs galeries marchandes de périphérie empêche toute possibilité d'un retour en arrière. Tout, dans leur organisation, a été conçu pour une toujours plus grande attractivité constamment améliorée et une très grande facilité d'accès, avec des zones de desserte de bus à partir des cœurs de ville. Les centres-villes sont destinés à devenir des déserts économiques dépourvus de leurs animations traditionnelles. Il devra donc y avoir une adaptation, de gré ou de force, à cette situation irréversible. Une première alerte avait eu lieu à partir du dépeuplement des villages. La gangrène s'est étendue aux petites villes et maintenant elle s'attaque aux villes de grande importance vers un déclin économique des régions. Les petits commerces, mais aussi l'artisanat, ne peuvent plus assumer ni leurs loyers ni leurs charges devenant toujours plus élevées. Ils sont remplacés par les banques, les assurances, les opticiens et peut-être provisoirement par les marchands de téléphonie mobile, également présents dans les galeries commerciales des hyper. Tout le tissu économique périclite et est en cours de désagrégement. Il s'ensuit une perte des services publics qui n'ont plus d'utilité à rester dans ces déserts économiques. Les opérateurs des télécommunications ont leur part de responsabilité à assumer dans leur choix de couverture du territoire. Ils sont plus préoccupés par les niveaux de rentabilité de leurs installations que par un souci de service public. Il est aussi du ressort des élus de favoriser une expansion de l'accessibilité à tous. Des territoires conséquents sont complètement dépourvus des nouveaux moyens de communication par Internet. Les responsables politiques, nationaux et locaux, n'ont plus aucun pouvoir décisionnel. C'est le système économique qui dirige à leur place. Les choix précédemment réalisés dans les moyens des transports publics sont totalement déséquilibrés et inefficaces, pour ce qui concerne les besoins.
Le choix du TGV est un choix imposé par décision politico-économique, mais complètement dépourvu de rentabilité, ce qui a contraint à la fermeture de gares. Il en est de même pour les aéroports dont la grande majorité est sans rentabilité et ils sont maintenus par les impôts locaux laissés à la charge des habitants qui ne les utilisent pas. Les mutations économiques sont établies par les dirigeants économiques, pour leur seul profit, encore et toujours. Une culture du chômage a été sciemment installée, au détriment des valeurs instructives des modèles de l'enseignement. Les savoirs prodigués en scolarité sont en total déphasage pour des enfants qui ne voient plus aucun intérêt à apprendre si c'est pour la seule perspective de devenir chômeurs. Les enfants des zones rurales sont les déshérités de l'éducation nationale. Le taux de paupérisation devient une poudrière qui pourrait éclater prochainement. Un revenu de base inconditionnel. Il s'agirait d'un revenu de vie, devant permettre, de la même façon que le joueur qui tient la banque dans le jeu du Monopoly et qui distribue l'argent dont il dispose ou qu'il peut créer, de faire fonctionner un autre modèle économique. Mais évidemment, un collectif peut aussi créer un revenu de vie. C'est un versement mensuel par une caisse publique ou pas, à chaque individu, d'une somme d'argent suffisante pour couvrir les besoins de base et permettre la participation à la vie sociale, comme une rente à vie. C'est la concrétisation d'un droit humain fondamental. L'idée est soutenue de longue date par de nombreuses personnalités, de tous horizons politiques, de toutes confessions et de toutes nationalités. Elle est connue sous des appellations diverses, allocation universelle, revenu d'existence, revenu citoyen, revenu universel, revenu social garanti, dividende universel, revenu de vie, etc. Le revenu de base n'est pas une prestation sociale et ne doit pas être confondu avec le salaire minimum, l'assurance chômage, l'aide sociale ou toute autre prestation attribuée de manière conditionnelle. Le revenu de base, lui, est automatique, inconditionnel et inaliénable. Il concerne tout le monde, riche ou pauvre. Il est attribué à chaque individu, de la naissance à la mort. Son montant est suffisant pour garantir à chacun une existence décente, quoi qu'il arrive. Il est cumulable avec les autres revenus, salariés ou non. Le revenu de base est donc versé aux individus et non aux foyers, ménages. Cumulable avec les autres revenus. Versé sans qu'il y ait exigence d'effectuer ou d'accepter un travail. D'un montant suffisant pour couvrir les besoins de base et permettre la participation à la vie sociale. Le revenu de base rend la justice sociale compatible avec l'efficacité économique. C'est le principe de solidarité le plus libéral que l'on puisse imaginer, il permet d'assurer l'existence individuelle et la cohésion sociale, sans les rigidités de l'interventionnisme et les lourdeurs de la bureaucratie. Plusieurs variantes sont discutées concernant sa mise en pratique. Le revenu de base ne se situe pas d'un côté de l'échiquier politique, il trouve des soutiens et rencontre des réserves d'un côté comme de l'autre des frontières politiques traditionnelles. Découpler activité professionnelle et revenus, une nécessité. Ni l'emploi salarié, ni les revenus du capital, ni les prestations sociales actuelles ne peuvent prétendre désormais garantir le droit à l'existence de chacun tel que défini à l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. De par son inconditionnalité, le revenu de base brise la chaîne qui fait dépendre la couverture des besoins vitaux de l'accomplissement d'un travail rémunéré. Ce découplage partiel entre emploi et revenu est nécessaire en raison de la disparition des emplois stables traditionnels. Le chômage et la précarité sont en majeure partie la conséquence d'une dynamique de rationalisation et d'automatisation qui rend l'objectif du retour au plein emploi caduc, du moins sous les conditions que nous avons connues durant 50 ans après la Seconde Guerre mondiale. La flexibilité de l'organisation des entreprises modernes entraîne actuellement une instabilité croissante de l'emploi rémunéré. En Suisse, en raison de la très forte compétitivité du pays, le taux de chômage reste relativement bas et l'importance des emplois précaires pour l'instant limitée. Néanmoins, il serait illusoire de considérer la Suisse comme une île coupée du reste du monde. Dans ces conditions, qui travaillera encore ?
Il est plus que jamais nécessaire que chacun puisse travailler, d'abord à prendre soin de lui-même, de ses parents, de ses enfants et de ses proches, travailler ensuite pour contribuer au bien commun accessible à tous, connaissances, art, culture, logiciels, etc. Travailler enfin à inventer et à mettre en œuvre à toutes les échelles les moyens qui permettront de léguer une planète vivable aux générations futures. Le revenu de base change aussi la donne pour les personnes aujourd'hui bénéficiaires de prestations sociales soumises à conditions de ressources ou de rente d'invalidité. Le revenu de base est en effet cumulable avec la rémunération du travail qui garde ainsi toute son attractivité financière. Le retour à une activité lucrative n'est plus pénalisé par le risque de perdre une prestation sociale quelconque. Pour quel salaire ? Le revenu de base change le caractère du marché du travail. Pour la première fois dans l'histoire économique et sociale, le salaire direct versé par l'employeur n'a plus besoin de couvrir les besoins élémentaires de l'existence, puisque ce besoin est désormais couvert par le revenu de base. Pour la même raison, en dotant le demandeur d'emploi d'une assise matérielle suffisante, le revenu de base lui rend sa liberté contractuelle et donne enfin au marché du travail le caractère d'un vrai marché. C'est avant tout dans la zone des bas salaires, lors de la négociation, que le revenu de base renforce la position de demandeur d'emploi ayant désormais la possibilité de refuser une offre qu'il juge insuffisante, ce qui entraînera une revalorisation de ses emplois. Pour l'entreprise, l'instauration du revenu de base inconditionnel n'apporte pas de bouleversement, selon les modèles de financement retenus, soit la masse salariale restera en gros la même. Dans ce cas, la contribution à la caisse du RBI sera prélevée directement et uniquement sur les salaires, soit, si c'est l'entreprise comme telle qui est taxée, la diminution relative de la masse salariale au sens strict, salaire net, sera compensée par la contribution de l'entreprise au financement du revenu de base. Mais, quel que soit le cas de figure, le montant du revenu total du salarié ne changera pas, sauf dans le cas indiqué plus haut. Enfin, dans une certaine mesure, la nouvelle liberté contractuelle du salarié vient légitimer celle de son employeur et lui permet de mieux adapter ses besoins en personnel à la marche de son affaire. La valeur éthique du travail. On aurait tort de limiter la valeur du travail à sa valeur marchande, comme cela se passe aujourd'hui de manière croissante. Après la disparition des travaux répétitifs et ennuyeux dans un environnement rigide, ce sont aujourd'hui la pression permanente, le stress et les menaces continuelles de restructuration qui tendent le plus souvent à détruire le sens humain et créatif du travail. Au contraire, le revenu de base rétablit la valeur éthique du travail, autant vis-à-vis de la société que de soi-même. Par ailleurs, la paresse n'est pas inscrite dans le génome humain, ce n'est qu'une réaction contre les travaux forcés. En accordant la liberté aux travailleurs de refuser le travail, on commence à les responsabiliser. On fait tomber le prétexte de la nécessité. Sans la liberté, il n'y a pas de véritable éthique du travail. Un droit fondamental. Le revenu de base n'est pas une assistance, il correspond à un droit humain. C'est pour cela qu'il est donné à tout le monde, indépendamment des besoins particuliers de chaque individu. Contrairement à l'aide sociale actuelle, le revenu de base n'est pas stigmatisant puisqu'il est pour tous. Il reconnaît la valeur de la participation sociale de chacun et permet de s'affranchir de l'idée du travail rémunéré comme norme qui a pour conséquence que ceux qui sont privés d'un emploi ont moins de valeur que les autres. Le revenu de base supprime donc cette pression qui pèse à la fois sur les chômeurs, les assistés et sur tous ceux qui pourraient un jour le devenir. Différentes propositions de modèles de financement existent à ce jour. Elles diffèrent en substance sur la méthode de prélèvement de la part de la création de valeur nécessaire et sur le financement du solde, les deux pouvant être couverts en bloc par une seule et même méthode de prélèvement suivant le modèle. On peut se référer à titre d'exemple au modèle présenté dans notre livre édité en 2010, le financement d'un RBI inconditionnel. En résumé, quel que soit le cas de figure, ce n'est pas le volume total du RBI qui est à financer, car pour l'essentiel il s'agit du même argent dépensé autrement. Pour une majorité des salariés, le revenu total ne change pas de manière significative, il se compose désormais d'un salaire direct et du RBI.
Seules les personnes dont le revenu total augmente en raison du RBI, qui exercent des activités peu ou non lucratives, ainsi que les familles, occasionneront des coûts supplémentaires. On peut situer ces derniers aux environs de 30 milliards par année. Pour les entreprises enfin, les coûts d'exploitation devraient être sensiblement les mêmes. Trop d'État? Selon la solution retenue, le financement du revenu de base peut soit passer par un prélèvement obligatoire sur la création de valeurs économiques, soit s'appuyer sur la fiscalité directe ou indirecte. Mais quoi qu'il en soit, il faut distinguer le financement du revenu de base de celui de l'action de l'État en général. Même si l'on a recours à l'impôt, dans le cas du revenu de base, la ponction fiscale ne bénéficie en aucune manière à l'administration publique ou à une quelconque politique interventionniste. C'est de l'argent qui va de l'économie privée à l'économie privée via la satisfaction des besoins vitaux de la population. L'État n'y joue qu'un rôle fiduciaire, tandis que la liberté individuelle, telle qu'elle s'exerce aussi dans le cadre de l'économie de marché, reste intacte. Au contraire, en étendant la liberté contractuelle aux travailleurs sur un marché du travail enfin digne de son nom, le revenu de base va clairement dans le sens de la liberté individuelle. D'autre part, le revenu de base permettra certainement de réduire le poids et le coût de la bureaucratie sociale tout en restituant au travail social toute sa dimension de soutien et d'accompagnement. Enfin, considéré d'un point de vue politique, en réduisant l'influence de l'État sur la vie privée du citoyen, surtout quand il est de conditions modestes, le revenu de base contribuera à développer la démocratie et la liberté individuelle vers une nouvelle conscience plus humaine. Les Suisses ont rejeté massivement la création d'un revenu de base pour tous, un vote inédit qui a suscité de vifs débats dans le pays. Selon les résultats définitifs, 76,9% des électeurs ont dit non à ce projet controversé. Le taux de participation était de 46%. Le texte avait peu de chances d'être voté. Fin 2015, le Parlement a recommandé le rejet de l'initiative, jugée dangereuse, à la fois en termes d'immigration et pour le système social suisse, avec des sommes prévues trop élevées pour ceux qui n'en ont pas besoin, et trop modestes pour ceux qui en ont besoin. Il s'agit d'une étape de parcours, pour préparer la Suisse. Dans 20 ans, nous aurons le revenu inconditionnel de base, peut-être même plus tôt, confiait en mars le quotidien suisse Le Temps. Il devient indispensable de pouvoir rêver. Le revenu universel de base a été testé en Alaska, en Finlande, à Singapour, au Canada, aux Pays-Bas, en Inde, au Koweït. Il convient toutefois de considérer que ce projet semble avoir été rédigé de manière à ce qu'il ne puisse pas être mis en œuvre. Les accords de libre-échange. Ils sont conclus entre l'Union européenne et d'autres pays. Ils auraient dû être de la compétence exclusive des juridictions de l'UE, en cas de difficulté, correspondant aux entreprises concernées. Or, dans les désaccords intervenant entre des entreprises privées multinationales, des tribunaux d'arbitrage privés seront constitués. Il s'agit là d'une jurisprudence très particulière. Ces tribunaux sont également devenus compétents pour régler des litiges qui opposent les entreprises multinationales et les États. Au lieu d'être soumises aux droits de l'État, dans lequel elles exercent leurs activités, ces multinationales ont établi de régler leurs différends avec un État, par l'intermédiaire des tribunaux d'arbitrage privés. À titre d'exemple, le traité transatlantique de libre-échange appelé TAFTA est censé pouvoir faire mieux se développer l'économie à travers une harmonisation des normes entre l'Union européenne et les États-Unis. Un traité de libre-échange a aussi été signé avec le Canada appelé CETA. Mais la question est de savoir quelles en seront les conséquences envers les citoyens de l'UE. Or, il s'avère que les conseillers des négociateurs sont des lobbyistes et les négociations se déroulent à huis clos, c'est-à-dire sans moyen d'information. Dans ce contexte particulier, il convient de savoir que les États-Unis ont accepté les viandes aux hormones, les animaux issus du clonage, les poulets traités au chlore ainsi que le génie génétique par manipulation des gènes sur les plantes et les animaux. Dans l'espace de l'Union européenne, ces pratiques sont strictement interdites. Mais, les lobbyistes sont parfaitement déterminés à faire adopter leurs exigences de rendement,
privées, notamment pour la mise en service en Europe de l'extraction des gaz de schiste, avec toutes les conséquences des dégâts environnementaux déjà survenus et connus aux USA. Les seuls gagnants, dans ces modèles de tractation, sont évidemment les grands groupes internationaux et les banques privées au détriment des populations. Dans ce nouvel organigramme international, les lois établies par les États, en confrontation avec une entreprise multinationale, deviennent toutes caduques. Cela revient à admettre que ce sont les lois décidées par les entreprises multinationales qui prévalent sur toutes les autres réglementations nationales. Et il apparaît évident, au regard des statistiques, que les tribunaux d'arbitrage privés s'efforcent, à tout prix, de favoriser les entreprises multinationales au détriment des États, en ce qui concerne leurs sentences prononcées. 2 fois sur 3 les entreprises sont gagnantes. À titre d'exemple, un État a décidé que le tabagisme est une drogue et qu'il y a lieu de créer une loi anti-tabac, pour l'amélioration de la santé de ses concitoyens. Cependant, une entreprise multinationale de manufacture du tabac s'était précédemment implantée dans ce pays. Elle a pu porter cette loi devant les tribunaux d'arbitrage privés et faire condamner le pays concerné à lui verser des dommages-intérêts pour le préjudice causé, au regard du volume de cigarettes qui ne sera plus vendu dans ce pays. Au regard du droit des entreprises multinationales, l'État concerné sera effectivement condamné aux dommages-intérêts pour le préjudice causé. Aucune loi nationale n'a donc plus d'utilité au regard des entreprises internationales et multinationales. Il convient d'être conscient que les entreprises multinationales ont souvent des budgets bien supérieurs à celui des États dans lesquels elles officient. Elles ont donc ainsi le pouvoir d'imposer tous les dictats qu'elles voudront à n'importe quel État. Elles pourront imposer leurs modèles dictatoriaux à n'importe quel pays. Plus aucun pays ne pourra plus prendre de décisions qui puissent être contraires à des contrats précédemment conclus par les entreprises multinationales déjà installées sur leur territoire. Ce sont les multinationales avec leurs tribunaux d'arbitrage privés qui vont pouvoir imposer leurs lois. Il en ira ainsi avec tous les nouveaux accords de libre-échange conclus avec le Canada, les États-Unis, la Chine. Les multinationales auront, par ce fait, le pouvoir de racketter des États ou de les contraindre, par divers moyens de pression dont elles ont la suprématie, à accepter leurs exigences. Ces tribunaux n'ont pas à respecter les codes de la déontologie régissant les juridictions publiques. Ils siègent dans le pays qui leur apparaît le plus favorable à faire valoir les intérêts des entreprises qu'ils représentent. Cette justice privée n'est pas du tout adaptée à régler des différends mettant en jeu de façon prépondérante des intérêts publics, mais elle sert seulement à satisfaire les intérêts particuliers des entreprises et des banques privées. Les États, ne respectant pas les fonctionnements normaux d'une justice privée, les intérêts particuliers des entreprises doivent donc être soustraits à la justice des États. Par ailleurs, les sentences enregistrées par les tribunaux étatiques qui résultent du système judiciaire du service public, sont beaucoup trop injustes dans leur modèle de fonctionnement pour permettre la divulgation de la vérité, selon l'avis des acteurs privés. La plaidoirie d'un avocat qui est d'environ 20 minutes dans la justice publique peut être de 3 jours dans les tribunaux d'arbitrage privés. Les résultats ne peuvent évidemment pas être identiques. Les émoluments des juges dans les TAP ne sont pas en commune mesure avec ceux des tribunaux publics. Des États ont cherché à prendre des mesures d'intérêt général, en légiférant par exemple sur la nocivité du tabac pour pouvoir lutter contre le cancer des fumeurs ou sur celle des boissons sucrées pour pouvoir lutter contre l'obésité des enfants et de celle des adultes, ou encore de pouvoir lutter pour la protection de l'environnement. Ils se sont vus être condamnés par les tribunaux d'arbitrage privés à payer des montants de dédommagement dépassant leur budget. Ce mécanisme, qui a été introduit dans les traités commerciaux, est là pour protéger les investissements des multinationales. Le jugement rendu par ces tribunaux particuliers est sans appel. L'intérêt général des citoyens est ainsi livré à la vindicte des entreprises multinationales. Plus aucune mesure d'intérêt général ou environnemental ne peut plus être prise, ni sur le plan local ni sur le plan étatique. L'arbitrage ne signifie pas la médiation.
Le recours en contentieux ne permet pas de médiation, sauf pour des cas très rares et très particuliers touchant l'armement et la sécurité du territoire. Il y a surtout que les entreprises qui entrent en litige deviennent très menaçantes en précisant qu'un État qui s'aventurerait à les attaquer prendrait le risque de perdre tous ses investisseurs. Avec le prétexte que des États pourraient prendre le risque de sacrifier des droits de propriété intellectuelle, dans le seul but d'atteindre des objectifs de santé publique, signé Philippe Maurice Cigarettier. La santé commerciale d'une entreprise serait donc supérieure à celle des populations. Les sentences arbitrales privées ne sont pas publiées, ni livrables à un arbitraire médiatique, qui serait réalisé par des pseudo-experts des circuits de l'information. Les relations d'affaires doivent rester confidentielles. Il n'y a pas de possibilité de consultation de la décision, sauf dans les cas très particuliers précités, à l'inverse des tribunaux ordinaires publics où tout est consultable. Par ailleurs, plusieurs entreprises peuvent attaquer en simultanéité un même État. L'Argentine en est une très triste illustration en subissant 42 attaques d'entreprises. Parmi elles, il y avait 2 entreprises françaises. Or, la troisième juge-arbitre, choisie par Vivendi et Suez, dans le litige les opposant à l'État argentin, siège aussi au conseil d'administration de la banque UBS, actionnaire principal de Vivendi et de Suez. Ce système judiciaire privé qui est d'un fonctionnement très particulier aurait été mis en œuvre pour pouvoir s'informer, dans le détail, des points techniques d'un dossier, compte tenu des complexités de chaque entreprise et de chaque pays ayant ses propres législations et règlements. Ce sont des groupes privés qui organisent les recours. À titre d'exemple, un cabinet privé, Gabriel Resources, dont le PDG est irlandais, gagne 600 000 € annuels, hors prime. Ce groupe possède 40 salariés et 2 filiales à Jersey et à la Barbade. Ces cabinets d'avocats spécialisés dans les affaires sont tenus à 3 critères importants que sont la technicité, la confidentialité et la neutralité. Leurs interventions seront particulièrement stratégiques pour les entreprises représentées dans le modèle d'arbitrage qui y sera organisé. Il s'agira de la résolution d'un ou plusieurs différends opposant la stratégie d'une entreprise ou banque internationale et multinationale à la législation particulière d'un État. Les tribunaux d'arbitrage privés ont été créés pour pouvoir pallier aux déficiences des tribunaux des États qui ne détiennent pas les moyens techniques, ni financiers, ni de compétences, pour pouvoir assumer de telles investigations. Ils ont surtout pour tâche principale la protection des investissements des grandes entreprises vis-à-vis des États dans lesquels les entreprises qu'ils représentent exercent. Il s'agit donc bien de la gestion des conflits d'intérêts privés pour des opérateurs internationaux. Cette situation devient d'autant plus catastrophique que les États ne cessent d'établir des accords de partenariat entre eux, dans le but d'attirer des investisseurs étrangers. En échange, en cas de litige, les entreprises reçoivent la garantie de pouvoir attaquer en justice, auprès des tribunaux d'arbitrage privés, leur pays d'accueil, pour le dédommagement éventuel des investisseurs. Les décisions des tribunaux d'arbitrage privés permettent surtout et d'abord de servir d'exemple à d'éventuelles tentations d'action étatique, qui pourraient être défavorables aux intérêts des acteurs privés internationaux. La soi-disant indépendance, impartiale, des juges-arbitres peut aussi apparaître douteuse. Une annulation par la Cour de cassation française de la sentence d'un tribunal d'arbitrage privé en est un exemple. Dans l'examen du dossier d'un ancien ministre et homme d'affaires, des liens très étroits entre le plaignant qui avait obtenu satisfaction et le juge-arbitre qui le représentait ont été facilement mis en évidence. Un cas similaire a été relevé en Allemagne, dans un litige opposant un exploitant d'une centrale à charbon et une ville qui refusait une utilisation dispendieuse de l'eau de la rivière située à proximité, par les liens particuliers déterminés à l'encontre d'une juge-arbitre, qui serait, par ce fait, devenue juge et partie. La Commission européenne a proposé aux États-Unis de modifier les règles régissant l'organisation des tribunaux d'arbitrage privés, afin de régler les conflits d'intérêts déjà relevés, sans réponse à ce jour. Comment les tribunaux d'arbitrage privés sont-ils désignés? Soit les
parties, recourt à la désignation directe des arbitres, soit il nomme un tiers chargé de désigner les arbitres. Une organisation pour l'harmonisation du droit des affaires prévoit la prééminence de la volonté des parties pour constituer le tribunal arbitral privé. Dans le cas d'un arbitrage par un arbitre unique, les parties s'accordent sur le choix d'un juge-arbitre. Dans le cas d'un arbitrage par 3 arbitres, chacune des 2 parties concernées nomme son juge-arbitre chargé de le représenter, et ces 2 juges-arbitres en désigneront un 3e, d'un commun accord. La procédure arbitrale, d'une instance arbitrale est donc laissée à la liberté des juges-arbitres. En cas de mésentente des parties en litige, le tribunal arbitral privé procède à l'arbitrage qu'il juge le mieux approprié. Les parties doivent être traitées d'une façon équitable pour faire valoir leurs droits. On sait ce qu'il peut en résulter. Les procédures arbitrales d'un tribunal arbitral privé sont engagées dès le constat d'un litige et de la constitution d'une instance arbitrale qui instruit les dossiers avec un éventuel recours aux expertises. Il est alors admis, comme postulat, que les intérêts privés d'une banque ou d'une entreprise internationale sont considérés comme étant supérieurs à l'intérêt général d'une collectivité locale ou d'un État. Les juges-arbitres, qui sont à la fois juges et avocats de la défense ou des plaignants, et cela à tour de rôle, statuent en fonction des moyens mis en œuvre par les parties et d'une façon contradictoire. Les juges-arbitres tranchent le fond du litige conformément aux règles de droit désignées par les parties ou en équité avec l'accord des parties. La sentence arbitrale doit être assortie d'une motivation de la décision. Elle a l'autorité de la chose jugée, elle a aussi pour effet de dessaisir l'arbitre du litige, ce qui signifie que toute responsabilité lui est ensuite retirée. La sentence arbitrale n'est susceptible ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation. Le salaire horaire officiel d'un juge-arbitre avocat est en moyenne de 1 000 €. Le problème serait maintenant de savoir quelle serait l'équité du représentant, éventuellement corrompu, d'un État qu'il serait censé être chargé de représenter et de défendre. Des cabinets d'avocats-juges sont chargés de contacter les entreprises pour leur montrer les profits qu'ils obtiendraient en portant plainte auprès des tribunaux arbitraux privés, à l'encontre des collectivités locales ou des États. Par exemple, une entreprise canadienne a transféré son siège aux États-Unis pour pouvoir porter plainte contre l'État canadien. Il se charge également de collecter des fonds permettant ainsi aux entreprises plaignantes à financer les procédures judiciaires privées devant être engagées. L'Allemagne, qui a engagé une procédure de fermeture de ses centrales atomiques de production d'électricité, ferait l'objet d'un dépôt de plainte judiciaire d'arbitrage privé pour le préjudice causé par la suppression de l'exploitation des centrales. Tous les prétextes sont utilisables pour pouvoir porter plainte. Il suffit de connaître la moralité des avocats. Comment les multinationales, entreprises et banques confortent-elles leur pouvoir ? Tout simplement en recrutant les anciens hauts responsables publics. Des exemples, une banque privée américaine recrute les anciens présidents de la Commission européenne, qui deviennent ainsi présidents de ses affaires internationales, et d'un ancien Premier ministre danois qui connaissait bien certains dossiers et notamment celui de la Compagnie nationale danoise d'électricité dont ils ont pu ensuite acheter des parts sociales, très lucratives. Une autre recrute l'ancien Premier ministre britannique, une entreprise d'acheminement du gaz russe recrute un ancien chancelier allemand, une entreprise multinationale des taxis recrute l'ancienne commissaire européenne chargée de la concurrence, qui avait précédemment statué en faveur de cette entreprise. Toutes ces entreprises et banques privées accèdent ainsi à des informations majeures sur les fonctions publiques précédemment dévolues à ses représentants, de ses carnets d'adresses et de ses réseaux. Mais il y aurait aussi des recrutements ultérieurs, pour des services rendus précédemment, dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions publiques. Il y a également le recrutement inverse où des hauts responsables d'entreprises et de banques privées accèdent aux hautes fonctions étatiques. Le président de la Banque centrale européenne, chargé de réguler toute la politique de la zone euro, est un ancien très haut cadre de Goldman Sachs. Un président de la République française, après avoir fait l'École nationale de l'administration, est ensuite devenu un haut cadre auprès de la banque Rothschild.
Où est-ce que se situe alors l'intérêt général prôné par les hauts responsables publics? Cela ressemble à de la corruption en bande organisée, a posteriori. La porosité est donc totale entre le privé et le public et vice-versa. Ce sont bien les multinationales, banques et entreprises privées qui organisent le fonctionnement de la société humaine, évidemment pour leur seul profit. Il est ainsi plus facile de comprendre qu'après des crises financières ou des crises économiques, aucune régulation n'a été entreprise à l'encontre de leurs acteurs, puisque ce sont ces acteurs-là qui détiennent tous les pouvoirs. La collusion entre le pouvoir privé et les acteurs publics est totale. Cependant, une loi récente, votée au Parlement français, oblige les entreprises françaises à un devoir de vigilance, ce qui signifie qu'elles devront s'assurer, au préalable, que leurs sous-traitants ne puissent pas bafouer les droits humains. Les donneurs d'ordre pourraient ainsi être poursuivis, à voir. En effet, les lois et les règlements d'application de ces lois, étatiques ou européennes, deviennent caduques dès que les procédures d'un tribunal arbitral privé sont engagées. Le fonctionnement démocratique des représentants du peuple devient ainsi illégitime. Pendant ce temps, les procédures d'étape deviendraient mafieuses, en référence aux dérives de ces tribunaux arbitraux privés. Dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, le Canada et les États-Unis ont fait condamner l'Union européenne à lever sa barrière douanière, qu'elle avait érigée à partir de son refus d'importation des bœufs élevés aux hormones de croissance. L'OMC a de plus autorisé les plaignants à taxer, en représailles, les produits importés depuis l'UE. De son côté, le Fonds monétaire international a l'Allemagne en ligne de mire, à cause de la pauvreté grandissante de sa population. Qu'en est-il donc de la réussite du modèle économique allemand, tellement glorifié en France? L'extrême pauvreté s'y serait particulièrement renforcée. Or, c'est la chancelière allemande qui a imposé les plans de rigueur successifs aux dirigeants grecs. L'économie grecque en est devenue exsangue et le peuple grec, et tout particulièrement ses retraités, en supportent encore les conséquences. Ce sont aussi les retraités qui sont attaqués en France par l'instauration de nouveaux impôts créés à leur encontre, et peu importe le prétexte invoqué. Le pouvoir financier a une stratégie, elle consiste à ruiner tous les systèmes de protection sociale encore existants. Les principes de fonctionnement du capitalisme. D'un point de vue économique, le capitalisme repose sur trois principes. La propriété privée des biens économiques doit être organisée par une classe sociale privilégiée. C'est elle qui doit pouvoir exclusivement décider des productions, de leurs valeurs et combien cela doit leur rapporter. La lutte pour le leadership doit être une compétition arrogante et sans complaisance. C'est au meilleur de gagner avec une mise en concurrence maximale. Les perdants doivent être irrémédiablement éliminés. Pour pouvoir ce faire, il apparaît évident de devoir faire des profits maximalistes. Le profit raisonnable et normal n'a pas sa place dans un tel modèle économique. Comment faire des profits maximum dans ce modèle compétitif? Il suffit de payer le coût des denrées et des services le moins cher possible et de pouvoir les vendre le plus cher possible. Le principe de base du capitalisme est donc, d'abord de licencier un maximum de salariés pour pouvoir ensuite faire exécuter le travail avec un minimum d'employés. Mais, comme cette situation ne peut être que provisoire, il s'impose enfin de devoir faire réaliser les mêmes travaux dans des pays à très bas coût de main-d'œuvre. Pour donner un seul exemple, la France a pu ainsi baisser ses coûts salariaux de 10% dans les 20 dernières années. Il s'agit tout simplement là, d'un transfert des revenus salariaux des employés au profit des revenus des exploitants. Chiffré, cela représente un montant de 100 milliards d'euros qui ont ainsi été transférés pendant cette période. C'est évidemment cette situation qui a créé les déficits abyssaux des régimes sociaux. Ce modèle d'organisation permet aux oligarques de se voir contraints à exiger des sacrifices supplémentaires sur la masse salariale déjà étranglée. Le système capitaliste consiste donc à toujours diminuer la part de coût du travail, sans aucune contrepartie possible. Seulement, se pose alors le problème de pouvoir vendre une production de biens et de services, de plus en plus important,
puisque les coûts de cette production sont devenus de plus en plus faibles. Cette contradiction fondamentale est justement à l'origine de ce qui a été appelé la crise économique. Les riches deviennent de plus en plus riches. Ils sont capables de produire toujours plus, mais les acheteurs ne sont plus là. Soit ils sont privés de leur emploi, soit leurs revenus sont devenus trop faibles pour ceux qui ont pu conserver le leur. Le problème de la crise économique provient tout simplement de l'inéquation entre les riches devenus trop riches et qui ne peuvent manger que 3 fois par jour et les pauvres qui ne parviennent plus à manger à leur faim. Le marché financier ne peut pas se gouverner seul. Les hauts dirigeants des États sont évidemment responsables de ces situations, puisque ce sont eux qui les ont favorisées. Par exemple, en Europe, les hauts dignitaires se sont réunis à Lisbonne, en l'an 2000, pour décider de baisser le plus possible les salaires, allonger la durée du travail et faire pression sur les retraites et sur le chômage. Ils ont également décidé des nombreuses privatisations des entreprises. De celles qui étaient encore sous administration d'État, sous le prétexte que cela ne devait pas incomber à un État de diriger des entreprises. C'est ainsi que le réseau postal, le réseau téléphonique, le réseau électrique et le réseau ferré ont été transférés à la privatisation, sans avoir à demander leur avis aux usagers de ces services d'État, avec une conséquente augmentation des coûts pour des services bien amoindris. La mise à la privatisation des réseaux de distribution de l'eau, par les services communaux, avait déjà été une première alerte, où les coûts d'utilisation avaient été immédiatement multipliés par un coefficient de 10. L'intérêt des usagers n'a plus à entrer en ligne de compte puisque c'est celui des actionnaires qui prévaut désormais. La privatisation des circuits de distribution de l'eau et de l'assainissement est organisée par les 2 plus grandes compagnies mondiales et qui sont françaises. Elles sont appelées des multinationales en raison de leur impact planétaire. Elles ont pu s'octroyer cette dominance grâce aux actions conjuguées de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international en imposant la privatisation de l'eau aux pays les plus pauvres et endettés. En fait, l'effort de ces compagnies a seulement consisté à mieux organiser les modèles de facturation et d'encaissement, sans apporter aucune amélioration à la distribution d'une eau de meilleure qualité aux consommateurs. Une augmentation des tarifs, allant jusqu'à 60%, y aurait été constatée, entraînant en conséquence des défauts de paiement et des coupures dans l'attribution de l'eau. Pendant le même temps, les installations trop vétustes sont tout simplement laissées à l'abandon, entraînant un gaspillage inconsidéré de l'eau. Cette situation perdurant tout particulièrement en Amérique du Sud et en Afrique. Il s'agit tout simplement là, d'une organisation mafieuse. Les systèmes capitalistes ne sont jamais à court d'idées, bien évidemment. Ils ont créé le microcrédit, montré comme la panacée, c'est-à-dire comme étant le seul remède à la pauvreté. Principalement installées en Inde et un peu en Afrique, en réalité, ces banques ne s'adressent pas du tout aux plus pauvres. Ce sont les moins pauvres qui y ont accès, parce qu'ils sont les seuls dont la banque est presque sûre qu'ils pourront rembourser leurs emprunts. Il convient de savoir que le prêt maximum autorisé, à chaque fois, n'excède pas 100 €. Qu'est-il possible d'entreprendre avec ce montant? Le résultat, en finalité, a été représenté par 100 000 habitants de l'Inde, tous paysans qui se sont suicidés, parce que se retrouvant dans l'incapacité de pouvoir rembourser leurs emprunts. Pour ce qui concerne les suicidés des dérives capitalistes, ce sont aussi plusieurs centaines de petits cultivateurs, de petits éleveurs et maintenant de petits commerçants qui se suicident chaque année en France, et ensuite à qui le tour. Les solutions ne peuvent évidemment pas venir des entreprises multinationales puisqu'elles en sont le principal problème. La crise économique ne provient donc pas de la cupidité de certains économistes, comme cela est enseigné un peu partout. C'est l'ensemble du système économique, dont le moteur est justement la cupidité, qui est entièrement responsable. Les explications, officielles, ne sont qu'un paravent permettant de toujours pouvoir continuer dans la même logique économique. Pourtant, le pire reste à venir. Une importante crise avait déjà eu lieu en Europe, en 1873. Elle a été circonscrite par l'organisation massive de la colonisation et par le pillage des matières premières dans les pays ainsi colonisés.
La conséquence en a été la guerre mondiale de 1914 à 18. La seconde grande crise économique de 1929 a été résolue par la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 45. La troisième crise actuelle laisse présager les pires catastrophes. La sortie de cette crise économique s'appliquera-t-elle, une fois encore, par la mise en place d'une guerre systématique, selon les prémices qui se dessinent? En attendant, une autre panacée consiste à investir des centaines de milliards d'euros, chaque année, afin de convaincre les consommateurs du bien fondé des produits publicitaires. Seulement, il n'y a pas que la partie visible des annonceurs publicitaires. Il y a aussi une partie qui est totalement invisible, parce que secrète. Là, il ne fait pas bon à aller y mettre son nez. Quelles sont les méthodes secrètes érigées par les dinosaures du commerce? Le marketing est un ensemble d'actions qui ont pour objet de connaître, de prévoir et, éventuellement, de stimuler les besoins des consommateurs à l'égard des biens et des services et d'adapter la production et la commercialisation aux besoins ainsi précisés. Selon la définition du Larousse. Mais, cela ne fonctionne pas exactement comme ça, non plus. Ils savent faire de belles promesses. Pour ce qui est de la réalité, il y aurait des méthodes de coercition bien peu reluisantes. Sans que cela soit réellement su, même s'il y avait des doutes, tout est organisé pour pousser les clients à une surconsommation extravagante. Ce marketing-là est sans préjugés. Tout lui est permis. Toutes les personnes, sans exclusive, sont fichées, par âge, par sexe, par niveau social, etc. Et, soigneusement répertoriées dans de volumineuses bases de données informatiques, chargées d'établir des particularismes. La vie privée des personnes serait devenue un privilège, incompatible avec les intérêts des grands groupes économiques. Leurs stratégies sont intransigeantes. Les systèmes publicitaires sont autant de modèles avilissants chargés de conditionner les gens. Leurs méthodes n'ont rien à envier au fondamentalisme, politique ou religieux. Il n'existe aucun système de contrôle qui puisse surveiller leurs agissements. Leurs pratiques dans la majorité des cas sont en situation de hors-la-loi. Leur marketing, particulièrement intrusif, est sans limite. Les cartes de fidélité sont un premier moyen d'obtenir un maximum de renseignements personnels. Les achats et leur historique sont des sources de renseignements, souvent très intimes et même quelquefois inconnus de l'entourage immédiat, qui sont transmis à des organismes de tri, qui ont ensuite pour rôle de les vendre. Des organisations d'émission d'information populaire qui chercheraient à connaître les raisons de ces pratiques sont rapidement évincées, sans plus d'explication. Le silence y est total. Les grands responsables ne sont plus libres, pour devoir répondre de leurs actes. Et s'ils sont poussés dans leur dernier retranchement, ils répondent par une accusation de guet-apens. Ils s'avéreraient tout simplement incapables d'assumer leurs responsabilités. La santé des personnes et même celle des enfants leur importe peu, pourvu qu'ils fassent du business. Des business plans sont des documents élaborés, permettant de formaliser un projet d'entreprise. Ils établissent l'ensemble des actions qui seront mises en vigueur. Tout le monde se retrouve ainsi, ciblé. Une commission nationale de l'informatique et des libertés, lorsqu'elle existe, devrait pouvoir être en mesure de contrôler les conséquences de ces business plans. Encore faut-il que ces entreprises se fassent normalement enregistrer auprès de cette commission, dans les conditions normales et sans tricherie. Un accord, des personnes figurant sur les fichiers vendus, devrait être obtenu par les entreprises chargées de collecter des informations, auprès des personnes concernées. Cela n'est évidemment jamais le cas. Tout est construit dans leur business plan, à l'insu du public. Il s'agit là, tout simplement d'un vol, des renseignements et de leur vente. Dans les faits, ces secteurs économiques échappent à tout contrôle, en toute impunité, malgré qu'ils soient hors la loi. Or, les entreprises achètent les listings, pour pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires, elles aussi, en toute impunité. Il s'avère que chaque personne, qui est donc fichée informatiquement, se voit attribuer une valeur monnayable, à partir des listings, pour l'entreprise qui achète les renseignements, la concernant.
À chaque élément d'information est attribué un montant correspondant. Plus l'élément, c'est-à-dire chaque personne, devient actif, et plus sa valeur est augmentée. La rémunération de l'information augmente donc en fonction des réponses obtenues par la stratégie marketing élaborée. Aucune information personnelle n'échappe au recueil globalisé. Cette globalité établit que chaque individu, à partir des informations recueillies à son insu, vaut plusieurs centaines d'euros dès leur vente ou de leur revente. De nombreuses entreprises se seraient spécialisées dans la récupération et la vente de données informatiques. Une d'entre elles serait, apparemment, devenue particulièrement performante dans ce domaine. Les services de La Poste sont en relation directe avec tous les types d'informations, et ce, dans tous les pays. Et c'est par elle que tout transite. Une filiale appelée Mediapost récupérerait plusieurs millions d'adresses postales, plusieurs millions d'emails, plusieurs millions de numéros de téléphone, concernant évidemment plusieurs millions de personnes, toutes fichées. Cette filiale vendrait ensuite ces fichiers informatiques aux grandes entreprises commerciales. Bien sûr, d'autres entreprises, plusieurs centaines, récupéreraient aussi des données, souvent confidentielles, qu'elles-mêmes vendent à Mediapost. La boucle est bouclée. Les comparateurs d'Internet s'y mettraient aussi. Certaines associations et ONG, telles que l'UNICEF, participeraient également à la vente de leur listing de données personnelles pour la commercialisation de ces informations récoltées. La plupart du temps, ces organismes précisent, dans leurs documents concernant les conditions générales d'utilisation de la collecte des informations. Nous nous engageons également à ne pas vendre ou céder ces données. Elles ne sauraient être utilisées par un tiers pour un tout autre usage, notamment pour un usage commercial ou pour un quelconque démarchage. Le chiffre d'affaires, dans ce seul secteur, serait de plusieurs millions d'euros. Le métier du ciblage marketing considère de son devoir de réunir un maximum d'informations sur des gens consentants. Leur déontologie voudrait que ces informations aient été récoltées avec l'accord des personnes averties et consentantes, répertoriées, sauf que le contrôle du respect de cette déontologie n'est tout simplement pas effectué. Les data centers sont des centrales informatiques chargées de regrouper des millions de fichiers informatisés, qui ensuite se recoupent pour fournir les renseignements particuliers dont chaque entreprise a besoin en propre. Elles se targuent même, dans leur slogan publicitaire, de leur connaissance très pointue du terrain, grâce aux remontées de leur réseau de distribution. Ces agents distributeurs auraient en charge de recueillir la typologie de leur clientèle. Et même, si certains d'entre eux prêtent serment. Des dictatures déguisées. Les démocratures sont des dictatures camouflées ou des démocraties truquées. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un régime avec toutes les apparences d'une démocratie, constitution, élection, séparation des pouvoirs, mais qui dans les faits et dans les actes, fonctionne comme une dictature. Les dirigeants et son appareil politique aidés ou non par des partis alliés manipulent ces institutions et les médias afin de conserver leur pouvoir. Trois formes d'organisation étatique peuvent être répertoriées, l'État-nation, l'État libéral et l'État-providence. À laquelle de ces trois régimes appartiendrait la France ? En réalité, le type de régime qui a le vent en poupe, ce n'est pas la démocratie, c'est la démocrature et ses corollaires actuels avec la montée du populisme en cours dans les élections passées et à venir. Ce qui la distingue des formes anciennes du totalitarisme ou des dictatures classiques, c'est qu'elle entend rendre la parole au peuple, confisquée jadis par les élites défaillantes, et en mettant de côté la négociation et le consensus à l'origine même de l'idéal démocratique. Ainsi, il ne fait pas de doute que les nombreuses formes de démocrature mises en place depuis quelques années dans le monde sont en train de modifier durablement les relations diplomatiques mondiales. J'appelle démocrature cette situation hypocrite qui, au nom de la démocratie, impose aux citoyens les mœurs d'un autre âge, où la caste de la noblesse jouissait de droits privilégiés et en usait avec morgue et arrogance. Le non-respect des promesses de campagne électorale et même de la tromperie des citoyens par un changement radical de cap.
L'exercice du pouvoir par une caste technocratique et financière qui manipule les citoyens, comme on le faisait en monarchie, est autant d'atteintes à la démocratie. Une vingtaine de familles régnantes de la noblesse mondiale et aussi des grandes banques internationales, de l'Occident et de l'Orient, appelées de différentes façons, mais mieux connues sous le terme Illuminati, dont la puissance serait parfaitement incontrôlable, dirigerait et dominerait tous les peuples de la planète Terre, en toute clandestinité. Elles se considèrent d'inspirations intellectuelles et porteuses de la lumière, devant régner au-dessus du monde, par une domination totale. Leurs actions se font par une corruption par l'argent et par le sexe, utilisée pour le contrôle des hauts fonctionnaires. Une instruction adaptée à l'établissement des meilleurs cerveaux, établis à leur cause. Une influence constante par l'intermédiaire de ces éléments manipulés, afin de les installer dans les postes décisionnels des États et des institutions religieuses. Une suprématie absolue sur les moyens d'information des publics, par cette communauté secrète, aux fins de convaincre et d'orienter les informations destinées aux populations de l'impérative nécessité d'une création du gouvernement mondial. Utiliser toutes les forces armées pour réaliser des coups d'État militaires nécessaires au renversement des gouvernants hostiles à leur programme. La finalité de ces organisations secrètes serait d'uniformiser la société humaine afin de pouvoir mieux la contrôler et en particulier par la mise en place de tous les moyens technologiques étant à leur disposition. Leurs intentions seraient de créer le chaos généralisé à l'ensemble de la planète pour pouvoir ensuite proposer leur solution d'un gouvernement mondial sauveur de l'humanité. Cette solution serait assortie de la destruction de tous les réfractaires à leurs projets globalisateurs, mais aussi des peuples considérés comme primitifs. Les OGM, organismes génétiquement modifiés, les chanterelles, pollution chimique réalisée en haute atmosphère, les vaccins, etc. feraient partie de leur arsenal de destruction massive. Le transhumanisme, par l'acceptation des implants de puces électroniques, serait également un des procédés qui permettront de contrôler tous les individus ainsi connectés. La matrice a pour conséquence de faire croire à une réalité de l'univers physique. L'univers quantique, lui, démontre exactement le contraire. La perception d'une matérialité ne serait que la conséquence de nos sens qui créent une hypothétique matérialité. La consistance matérielle n'est pas perceptible en situation quantique où tout n'est que vide. Un vide dont l'observation créerait une matérialité complètement illusoire. Ce ne sont que d'infimes fragments de matière atomique qui créeraient cette illusion. Alors qu'il s'agirait, en réalité, d'une énergie aux pouvoirs incommensurables. Les expérimentateurs en situation d'hypnose permettent de mieux appréhender ce phénomène illusoire d'une fausse réalité. Il est d'abord inculqué aux enfants l'existence d'un bienfaiteur du genre Père Noël. Puis, il est inculqué l'existence d'un Dieu. Et enfin, il y a l'existence d'un autre bienfaiteur qu'est la noblesse, élu des dieux eux-mêmes, ou d'un représentant national chargé de s'occuper des intérêts de l'État et de ses citoyens. Et enfin, la conviction doit être ancrée dans toutes les populations qu'il existe la mort, en tant que situation de non-retour. Il est le programme de contrôle mental extrême. C'est le programme essentiel, dans toutes les cultures, afin de faire accepter la nécessité impérative d'obéissance, inculquée dès le plus jeune âge. Les moyens de contrôle se résument donc d'abord à l'éducation, puis aux religions, et enfin aux systèmes économiques et aux systèmes de l'information des populations. Les gouvernants ne seraient que des pantins, manipulés par les dirigeants de l'ombre, et chargés d'appliquer le plan du nouvel ordre mondialiste. Les groupes mondiaux les plus influents seraient les Bilderberg, Rockefeller, franc-maçonnerie, Rothschild, Windsor, etc. La trilatérale de la branche Europe serait constituée d'environ 400 membres, qui se réunissent épisodiquement, pour décider des nouvelles dispositions à adopter pour définir les concordances avec leur plan. Ce plan consiste à détruire l'homogénéité des nations dans la perspective d'obtenir le pouvoir du marché de masse. Avec la réalisation d'un libéralisme économique global et la réalisation d'un libéralisme sociétal, concernant la structure, l'organisation et le fonctionnement de la société humaine.
Le traité transatlantique prévoyait, dès 2007, d'installer un tribunal arbitral privé permettant aux entreprises multinationales de pouvoir faire condamner les États et les collectivités locales. Le projet européen de ces groupes décisionnels étant de livrer l'espace européen, sans nation, ni gouvernement, ni démocratie, ni limite territoriale, au marché global du marché économique américain. Les pantins manipulés ne correspondent qu'à des produits de marketing destinés à amuser les peuples par une sorte de consumérisme politique. Pendant que les populations se traînent dans la misère et l'angoisse toujours grandissante, les politiciens marketing établissent leur carrière sur les décombres des pays dont ils sont censés défendre les intérêts nationaux, pour le seul profit de leurs intérêts particuliers. Où se situe la conscience de ces personnes sans scrupules ? Les gouvernants désignés par le pouvoir de l'ombre sont entièrement soumis aux directives élaborées par le nouvel ordre mondial. À titre d'exemple, les pays européens contraints, avec la complicité de leurs dirigeants, à emprunter auprès des banques privées ont vu leur dette exploser, par le cumul des intérêts devant être payés. La France est en bonne position avec une dette égale à 100% de son produit intérieur brut, alors qu'il ne serait que de 9% de ce PIB, dans le modèle économique de 1972. Cette situation, qui a donc été volontairement provoquée, permet à ces mêmes gouvernants félons d'expliquer aux populations qu'elles doivent se résoudre à des économies drastiques, dans tous les domaines sociétaux, pour diminuer la dette publique et les déficits des États membres de l'Union européenne. C'est la loi bancaire de 1974, sous le prétexte d'une volonté de suppression de l'inflation, qui a contraint ces États à ne plus pouvoir se financer auprès de leurs banques nationales sans intérêt, au profit des banques privées avec intérêt. Les dirigeants félons ne cessent de répéter que la dette publique est provoquée par un manque de compétitivité des entreprises et une mauvaise gestion des dépenses publiques des États membres. Il devient donc urgent de multiplier les plans d'austérité et de continuer à privatiser les modèles économiques. Un ancien Premier ministre, candidat à une élection présidentielle, aurait déclaré : « La France est en faillite. Ce sont les Bilderberg qui nous gouvernent. Il suffit de rétablir la création monétaire par chaque banque centrale des États européens pour rétablir un équilibre économique. Ce sont les banques des groupes du Nouvel Ordre qui ont créé ce mécanisme afin de pouvoir contrôler aussi les États européens. La spoliation des États se fait évidemment avec la duplicité des moyens de l'information, qui sont tous entre les mains du nouvel ordre économique, et de celle de ses dirigeants qui ont voté la loi 123 du traité européen de Lisbonne, précisant qu'il est interdit à la Banque centrale européenne ou aux banques nationales de pouvoir s'immiscer dans le processus économique des États membres. Ce sont des banquiers américains, sur une idée du baron Alfred Rothschild, qui en 1913 ont réussi à imposer aux États-Unis de prêter l'argent à ses gouvernants au taux de 6%. Ils ont appelé cela la réserve fédérale pour que les citoyens ne puissent pas s'apercevoir de la supercherie. Avant 1913, les États-Unis n'avaient aucune dette, maintenant elles dépassent les 100% du PIB. Cette situation leur a permis dès 1913 de créer un impôt sur le revenu des travailleurs. Les impôts sur le revenu ne servent qu'à alimenter le pouvoir d'achat des banquiers et pas du tout à faire fonctionner les services publics. Ce sont ces mêmes banques qui ont ensuite provoqué et alimenté financièrement les conflits armés de 1914 et 1939 en Europe. Il est alors plus facile de comprendre la traîtrise de tous les dirigeants des États européens. Ils se sont tous mis au service des riches, par cupidité et carriérisme. Comment est-il possible que les peuples puissent encore continuer à désigner des représentants chargés de les trahir ainsi ? Ils ont tout simplement été formatés et programmés à tout accepter. L'arnaque européenne a consisté en 2015 à ce que les citoyens français versent 23 milliards d'euros à l'Europe qui lui en a restitué 14 sous forme de subventions. Où est donc l'erreur ? Simplement dans la formule suivante. Le peuple français ne peut parler et agir que par ses représentants, les citoyens qui nomment des représentants, renoncent et doivent renoncer à faire eux-mêmes la loi, ils n'ont pas de volonté particulière à imposer, s'ils dictaient des volontés, la France ne serait plus un État représentatif, ce serait un État démocratique.
La souveraineté nationale n'existe pas en France. Tout postulant qui ne serait pas insoumis aux gouvernants de l'ombre, qui ne voudrait pas revenir sur la loi de 1973 appelée « loi Giscard-Rothschild », ni sur l'article 123 du traité de Lisbonne, anciennement appelé traité européen refusé par les Français, et qui permettrait de retrouver la souveraineté monétaire afin de sortir des carcans de l'euro et de l'Europe unie, serait condamné à l'impuissance et à mettre la population française et la France exsangue. Ce postulant ne pourrait devenir influe que sur l'augmentation des impôts, la disparition des services publics. Il ne pourrait en aucun cas supprimer les privilèges des dirigeants de l'ombre. Tous les dirigeants sont sous les ordres de la haute finance. Ils ne peuvent que trahir la France et les Français, c'est pour cela qu'ils ont été désignés et qu'ils ont été élus. Mon ennemi, c'est le monde de la finance. Cela n'était qu'un slogan permettant de rassurer un électorat. L'incroyable cynisme des dirigeants et des financiers n'a pas de barrière. Ils décident de la vie ou de la mort des peuples. La liberté, l'égalité et la fraternité de la République et son principe de gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple n'ont jamais existé. La politique consiste simplement à raconter des histoires, à appliquer l'art de la communication et celui de la manipulation de l'opinion. Tous menteurs, tous tricheurs, tous voleurs. Comment les peuples peuvent-ils encore se laisser traiter ainsi? Toutes les collections. Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Et les populations esclaves sont téléchargeables gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Ces deux collections, également accessibles en livre broché. Au format A4, en collection luxe, tout en couleur, et en livre de poche, sont en vente chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. Ce dernier ouvrage, humanoïde, est accessible dans les mêmes conditions. La totalité des deux collections ainsi que ce dernier ouvrage, humanoïde, sont en conférence vidéophonique sur YouTube et répartis par chapitre. Après la